retour avec moi cette fois-ci pour présenter un auteur. Oui, Oui. oui c'est tout à fait. Je te regarde. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ce que tu fais, ce que tu proposes aujourd'hui à Angers Geek Fest? Alors je suis Fabien Moreau, donc je suis journaliste cinéma pour plusieurs revues, Mad Movies, Rokirama, Otomo, et je suis l'auteur de 2 ouvrages sur la science-fiction japonaise, Ishiro Honda, Humanisme Monstre et Kaiju Envahisseur et Apocalypse, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Et j'ai le plaisir d'être au Angers Geek Fest pour une conférence sur Godzilla, l'ennemi intime. Voilà. L'ami intime. Ouais, l'ennemi intime, voilà. Et c'est vrai que je reviendrai sur mes autres questions après, mais c'est vrai que Godzilla, il est à la base, c'est un vilain. Oui, c'est censé être l'incarnation, plus ou moins l'incarnation de la bombe atomique. Donc voilà, c'est un peu le réceptacle de toutes les peurs des populations japonaises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, dans le premier film, il se présente comme une créature destinée on va dire à anéantir l'humanité, notamment avec son souffle radioactif. C'est presque une bombe atomique physiquement incarnée. Alors qu'aujourd'hui, au final, c'est devenu presque comme tu le dis, un ami, pas un confident non plus, mais c'est devenu finalement un allié parce que dans les derniers films, il sauve les populations. C'est vrai qu'il a connu une évolution assez particulière puisque rapidement, dans les années 60, boom économique japonais se faisant, Godzilla a petit à petit évolué en une figure positive, une sorte de super-héros qui protège le Japon contre d'autres monstres éventuellement plus dangereux que lui. Je pense à Hedorah, un monstre de la pollution, ou King Ghidorah qui est un dragon spatial tricéphale. Puis dans les années 80, avec la résurgence de la guerre froide, il est devenu de nouveau au Japon un personnage négatif qui incarne les peurs atomiques du passé. Et on va dire que depuis cette époque-là, au Japon, son statut n'a pas totalement changé. Il est toujours resté le personnage de l'adversaire, même si dans différents films, on voit que les populations du Japon doivent cohabiter avec lui, quoi. Il fait partie du Japon. Et c'est vrai que dans les films récents, Shin Godzilla, c'est une réinvention du personnage dans le Japon post-Fukushima. Et Godzilla Minus One, c'est revenir donc dans le contexte qui a vu naître le personnage un petit peu avant, là, puisque c'est juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais il retrouve sa férocité d'antan. Et c'est vrai que dans les films américains du Legendary, du Monsterverse, Godzilla, c'est plus une sorte de personnage territorial qui doit maintenir une sorte d'équilibre sur Terre, pas forcément auprès des humains, mais plutôt sur la Terre de manière générale. Et on va dire que son aspect territorial est mis à rude épreuve quand King Kong intègre le Monsterverse. Voilà. Alors comment on en arrive à ton statut aujourd'hui? Tu m'as dit que tu faisais t'es journaliste. Oui. Voilà. Comment on passe de l'un à l'autre? Quel est le petit chemin que tu as suivi dans tes études et puis maintenant? Alors moi j'avais fait des études de communication et de cinéma. Alors j'ai un autre travail à côté, voilà. Mais c'est vrai que à la base j'en suis venu à contacter à l'époque. J'avais fait quelques pitchs pour l'écran fantastique qui m'ont amené à écrire sur le sujet. Et puis il y a une dizaine d'années, j'avais contacté un éditeur, Rouge Profond, pour faire un livre sur Ishiro Honda, le réalisateur du premier Godzilla, vu que ça n'existait pas en France. Et en parallèlement, j'avais co-créé avec des amis une émission YouTube sur la science-fiction japonaise qui s'appelle Tokuscope. D'accord. Voilà, qui est exclusivement dédiée au tokusatsu et à la science-fiction japonaise. Alors mes amis continuent à faire quelques émissions. Moi, malheureusement, j'ai plus trop le temps de m'y consacrer. Mais de fil en aiguille, voilà, il y a le premier livre qui est sorti. Et puis j'ai noué des contacts avec les autres magazines que j'ai cités tout à l'heure, Mad Movies, Otomo, Rokirama. Puis ensuite, j'ai continué à travailler avec eux régulièrement, mais pas uniquement sur la science-fiction japonaise. Je m'intéresse aussi au cinéma occidental, au cinéma américain, films des années 70 jusqu'à maintenant. Ça peut aller effectivement d'interviewer le producteur de Batman, pour faire suite à notre ami de Batman Légende, le scénariste de Robocop. Là, je vois un petit fond Rock City. Donc du coup, là, c'est vrai que je suis toujours considéré comme un peu entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais un spécialiste sur Godzilla, même si j'ai d'autres centres d'intérêt que j'essaie de mettre en avant aussi. Là, hier soir, j'ai fait quelque chose sur la fiancée de Frankenstein dans un cinéma. Donc c'est vrai que j'aime bien les monstres et le fantastique de manière générale. Voilà, mais c'est vrai que je continue ces travaux sur la science-fiction japonaise parce que ça reste encore assez niche. Ouais. Et je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives maintenant qui sont prises en France.
L'an dernier, j'ai eu le plaisir de co-organiser une rétrospective de films sur le cinéma de Kaiju à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Donc ça, c'était vraiment bien, ça a rassemblé pas mal de monde. Godzilla Minus One a été un petit carton quand même aussi en France, donc ça montre que les films japonais maintenant sur Godzilla commencent à prendre et à reprendre. Je sais que les films américains du Monsterverse marchent assez bien et surtout ça permet aussi de rassembler un public plus jeune. Voilà, je vois des enfants maintenant qui deviennent fans de Godzilla, donc ça c'est assez sympa. Et puis surtout il y a plein d'initiatives autour de la science-fiction japonaise. Je pense aux gens de Tokulture. Tokulture, c'est un compte Instagram dédié au tokusatsu. Ils ont fait un livre qui s'appelle Le Guide du Tokusatsu, qui est super bien, qui est sorti en novembre dernier. Il y a Shin Zero aussi, la bande dessinée du label 619, qui est sur une sorte de super Sentai existentiel et uberisé avec des jeunes un peu paumés qui tentent de retrouver du sens dans un monde où l'héroïsme n'a plus cours. Donc je vois qu'il y a des choses qui se font et qui sont appréciées par le public. Complètement, tout à fait. Et justement là, en tant que créateur, quels sont les deux univers que tu aimerais éventuellement fusionner? Toi, tu me parlais de Batman, donc éventuellement pourquoi pas avec des Godzilla ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment, toi, par exemple, quelque chose qui te trotte dans la tête en te disant tiens, j'aimerais bien fusionner ces deux univers-là? Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu un Justice League versus Godzilla versus Kong qui est sorti l'an dernier chez Urban Comics. D'accord. Voilà, okay. J'ai lu un comics là incroyable qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle Godzilla's Monsterpiece Theater, qui est édité par IDW, l'éditeur des Tortues Ninja. C'est eux qui ont la licence Godzilla aux États-Unis. C'est un récit de Godzilla où interviennent Gatsby le Magnifique, Dracula, les monstres classiques et Jules Verne Cyborg et Sherlock Holmes. Voilà, le crossover complètement improbable. C'est Tom Scioli qui a fait ça. Tom Scioli qui avait fait Fantastic Four Grand Design. Et c'était assez incroyable. Et je me dis qu'il y a des choses à faire dans le comics avec la licence Godzilla. Bon, j'ai une idée actuellement que je suis en train de développer. Je peux pas en parler, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien remixer aussi le vampirisme avec une esthétique plutôt kung-fu 19e siècle. Voilà. Voilà. Le Nosferatu de Robert Eggers m'a donné de nouvelles idées, on va dire. Ouais, c'est ça, qui pourrait un petit peu plus se défendre. C'est ça, ouais. Éventuellement. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que les vampires, c'est pas passé de mode, mais c'est une mode qui a très bien fonctionné bien sûr. Les 10 dernières années. Donc, ouais, pourquoi pas, en effet. Et du coup, une autre question par rapport à ça. Si tu devais aller dans un univers, ce serait lequel? Un univers voilà, que tu aimerais bien visiter c'est vrai que tu vois les films de la Hammer, les films fantastiques de la Hammer des années 50, les Dracula avec Christopher Lee, les Frankenstein avec Peter Cushing. J'adore l'esthétique des films anglais de la Hammer, voilà, cette espèce de technicolor très franc, très assumé, avec une espèce quand même d'approche un peu mélo de l'histoire. Ouais, j'aime beaucoup l'esthétique gothique victorienne. Ouais. C'est vraiment quelque chose. T'emmènerais qui avec toi comme personnage fictif dans cet univers? Avec qui avec qui tu irais comme personnage fictif dans ton univers là, du choix? Batman, il collerait, je pense, dans le côté un peu comme Gotham by Gaslight. Tu vois, je ramènerais un peu dans cette période, la fin 19e, début 20e en Angleterre. C'est un personnage aussi qui est un peu gothique, Batman, qui est connecté à cette littérature fantastique ou policière. Voilà. Batman et Sherlock Holmes, par exemple. Est-ce que tu peux me parler là du coup de ton dernier livre? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors mon dernier livre, il date date de bientôt 5 ans. Donc la dernière réédition date de 2023, Kaiju Envahisseur et Apocalypse. Donc on a tout vendu. Mais on va dire que maintenant, je travaille beaucoup sur les contenus DVD, Blu-ray. Je fais beaucoup de bonus. Là, c'est vrai que dernièrement, il y a un éditeur qui s'intitule Robotofilm. Ils vont sortir un coffret Kamen Rider. Alors Kamen Rider, si vous ne connaissez pas, c'est un des plus grands super-héros de la pop culture japonaise. C'est un personnage qui s'appelle Takeshi Hongo, qui est capturé par une organisation fasciste qui s'appelle Shocker. Et du coup, il se révolte contre eux et il devient Kamen Rider, un super-héros qui utilise la force éolienne, la force du vent, pour générer ses pouvoirs. Et donc, il conduit une moto pour affronter les méchants de Shocker. Voilà, c'est une très très grosse licence au Japon qui fête ses 55 ans l'an prochain. Il y a eu un remake récent par Hideaki Anno, Shin Kamen Rider.
qui a été fait dans la mouvance de Shin Godzilla et de Shin Ultraman. Et donc là, l'éditeur Robotofilm sort les films Kamen Rider des années 70-80. C'est un peu le même format que les futurs films Dragon Ball, tu vois. C'est des unitaires de 30-45 minutes qui s'imbriquent plus ou moins, voire pas du tout des fois dans la continuité de la série. Donc ça va être une petite nouveauté en France. Ça va être des copies restaurées en plus des films, tournés entre 1972 et 1988, donc l'ère Showa. Donc on va pouvoir vraiment un peu redécouvrir Kamen Rider avec ces films où tu vas avoir donc justement ces super-héros costumés, ces monstres un peu caoutchouteux et c'est surtout ces grandes scènes de combat. Donc ça c'est vraiment le dernier gros projet que j'ai fait. Donc là je suis vraiment beaucoup sur des collaborations avec des éditeurs. Et là le projet en cours c'est Monster Squad. C'est un film des années 80 dans lequel des enfants, donc style les Goonies, vont affronter les monstres classiques, Dracula, Frankenstein, la momie, etc. Donc là, je suis en train de travailler sur ce Blu-ray avec l'éditeur Extra Lucid Film, et j'ai eu le plaisir d'interviewer en fait tous les maquilleurs qui ont travaillé sur ce film, qui sont des anciens de l'équipe Stan Winston, donc c'est des gens qui ont travaillé sur Jurassic Park, Avatar, les Marvel, les Star Wars, donc John Rosengrant, Shane Mahan, Lindsay McGowan, Steve Wang, Alec Gillis, Tom Woodruff, donc des légendes du make-up et du FX américain. Voilà. Et toi justement, comment tu le vis ça en fait, cette aventure que tu vis avec comme tu dis, avec des légendes en fait, comment toi tu le vis en fait? Tu trouves ça pas banal, mais tu trouves ça un peu extraordinaire? Comment on arrive à... Non, c'est marrant parce que je profite toujours de l'instant tout en restant très professionnel, donc ça demande un dosage de personnalité qui assez fin, mais je suis toujours après coup je suis toujours en mode pas mal quand même. Je veux dire, franchement, t'as pu rencontrer ces personnes-là ou t'as pu interviewer ces personnes-là, tu dis quand même c'est cool quoi. Donc du coup, je suis jamais blasé à ce niveau-là, mais je me dis c'est cool, on a fait un bon boulot ensemble, et puis personnellement en termes de vie, je me dis c'est cool d'avoir vécu ça en fait. C'est une belle expérience. Voilà, et de continuer, c'est chouette. Alors je coche ma petite bucket list, qui est pas finie, mais des fois c'est des occasions aussi à saisir. Oui. Des fois tu dis j'aurais jamais pensé à faire ça. Et du coup, des fois, la vie te met sur la trajectoire de rencontres comme ça de personnes. Tu dis, il y a une opportunité à saisir à ce moment-là. Et tu dis, c'est quand même pas mal. C'est ça, il faut arriver à garder l'esprit ouvert et se dire, ok, là, il y a une opportunité. C'est moment ou jamais, quoi. Ouais, c'est clair. Là, par exemple, dans la continuité de Batman, j'ai aussi interviewé Michael Uslan, qui est le producteur exécutif des films Batman depuis le premier film de Burton en 89. Ça va être pour un magazine, je peux pas encore trop en parler, mais je me suis dit. Lui, pour le coup, c'est quelqu'un que je voulais toujours interviewer et en fait, c'est fait quoi. Il te manque qui là sur ta petite liste? Je pense que peut-être Sam Raimi. Ouais, franchement, Sam Raimi, ce serait top quoi. Ce serait exceptionnel. Gros fan, Sam Raimi. Bon, il y a des gens malheureusement qui ne sont plus parmi nous, mais c'est vrai que je pense que côté kaiju, côté Japon, je crois que j'ai eu quasiment toutes les personnes que je voulais à ce niveau-là, mais c'est vrai que Sam Raimi ce serait intéressant parce que j'adore tout son cinéma, les Evil Dead, les Spider-Man, j'aime tout quoi. Et j'ai hâte de voir son prochain film. Là, il tourne un nouveau film d'horreur, je crois, donc ça va être il me semble, ça va être pas mal quoi. Donc il y a pas mal d'autres défis comme ça qu'il faut provoquer des fois, mais d'autres qui arrivent à toi et qu'il faut saisir. Donc voilà. Merci Fabien pour cette interview. Et puis bon salon à toi. Oui, merci et au plaisir et encore bon week-end à vous. Merci beaucoup.